Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors super, on se retrouve aujourd'hui avec Pierre Massalski dans La Traversée. La Traversée, c'est le podcast pour les dirigeants qui ont besoin de prendre des décisions saines et justes. Et justement, nous avons Pierre, dit le pirate. Alors, ce serait pas mal que tu nous expliques pourquoi le pirate, même si moi je sais, ce serait pas mal que tu nous expliques. Et la deuxième chose, c'est, tu peux nous donner un peu, parce que la traversée, tu sais ce que c'est. Donc il y a une traversée au moins, tu peux nous en parler rapidos, et puis on va rentrer après dans le vif du sujet. Sur la traversée du pirate. La traversée du pirate, j'entends. Ah ouais, c'est une décision, on parle souvent de décisions qui changent les choses. Moi, j'en ai pris une il y a une dizaine d'années, contre vents et marées, contre toute attente, contre, on va dire, la vie de mes proches majoritairement, qui est de traverser l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale, donc un petit peu comme un grand, quoi. Donc c'est forcément une décision qui a assez impactante et impliquante pour moi-même, forcément, pour mon entourage proche, ma famille, mes enfants, bien sûr, mes amis, tout ça. Mais voilà, il y a forcément dans ces décisions-là on va dire un avant, une vie d'avant, le pendant, la fameuse traversée en tant que telle, et puis l'après. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on en revient, qu'est-ce qu'on en retire, et où ça nous amène, quoi. Et t'avais fait des choses avant de faire ça, Alors absolument pas, moi j'aime à dire un peu comme tout le monde, j'ai fait du sport jusqu'à 14-15 ans, quoi. Et puis après j'ai beaucoup bossé, beaucoup de responsabilités, des démarrages d'activités dans des entreprises, un peu des David face à Goliath, donc des tout petits qui sont devenus des très très gros. Donc j'ai pas forcément touché terre, j'ai appris beaucoup professionnellement, je me suis bien éclaté. Mais bon, c'était des semaines de dingue, des week-ends où tu récupères à peine parce que forcément tu profites de la famille quand tu en as une, des potes parce qu'ils sont toujours là, et que tu repars le lundi, tu es toujours quand même un peu cramé. Voilà, donc c'est plutôt ces périodes-là assez fortes, quoi. Donc là, tu as dû faire une parenthèse, parce que la traversée, c'est 42 jours, c'est ça ? Ouais, la traversée en elle-même, c'est 42 jours, mais après, c'est une grosse année de préparation. C'est ça, un an avant. Une grosse année avant où tu bosses en même temps que tu te prépares, voilà, c'est avec la famille, etc. Donc c'est une année qui en vaut quelques-unes. Si tu, on reparlera de ça tout à l'heure. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu d'autres traversées, parce que je sais que tu as fait quelques traversées, et je parle de traversées positives, évidemment il y a des traversées du désert, mais là c'était des traversées avec exaltation, comme tu disais, des David contre des Goliaths. Ah bah, la première, c'est certainement ma plus belle expérience professionnelle. Donc mon deuxième boulot, en fait, parce que j'ai commencé chez Canon, donc dans la vente pure, photocopieur, donc très belle boîte, très connue, extrêmement bien formée, enfin bref, un gros staff. Et j'ai décidé de la quitter pour entrer dans une petite structure que personne ne connaissait, qui s'appelait à l'époque Omnicom, et qui est devenue maintenant d'ailleurs SFR après multiples rachats. Mais c'est vraiment le tout début de la dérégulation du marché des télécoms. Donc c'était le premier concurrent de France Télécom. Et quand je suis rentré, il y avait 10 personnes. Et 3 ans après, on était 450, introduction boursière. Donc je me suis retrouvé pris dans une espèce d'accélération professionnelle. Je devais avoir à peu près 26 ans. Et très vite accéder à des responsabilités, grosses responsabilités, parce qu'après je suis parti sur Paris pour reprendre toute la région parisienne. Donc vraiment une des plus belles aventures professionnelles, quoi. Super accélération, introduction boursière. On s'est marré, mais on a bossé, quoi. Alors, un de tes mots, c'est l'aventure. Donc c'était quoi comme aventure, ça ?
C'était une aventure. Moi, j'accédais, en fait, je passais de la vente à une création d'agence. Donc, j'étais à la fois... mon poste était directeur régional. Voilà. Bon, en fait, j'étais directeur de moi-même parce que j'étais tout seul au début. Donc, je faisais la technique, je faisais les ventes, je faisais le secrétariat. Et puis, ça s'est monté petit à petit. Donc, j'ai accédé finalement à des premiers recrutements, donc à un montage d'équipe, à une animation d'équipe. Et puis après, j'ai été sur Paris. Donc, voilà. C'est vraiment une aventure humaine, avant tout, où comme on est peu finalement et qu'il y a tout à faire, il n'y a pas de règles existantes. C'est celui qui fait de la meilleure manière qu'il puisse faire qui fait que ça se fait. Mais il n'y a pas de règle, personne va te dire tu fais comme si, tu dois faire comme ça c'est pas bien, tu aurais dû, je t'avais dit. Non, c'est hyper ouvert, donc c'est à la fois, ça peut paraître flippant pour certains, mais pour moi c'est une très très belle aventure parce que tu n'as pas de... Il n'y a pas de barrière, voilà. Il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de... Tu fais comme bon te semble, en t'inspirant de mieux de ce que tu vois autour de toi, de ce qui te semble bon faire, et tu t'entoures de des personnes qui ne sont pas à la recherche d'argent, mais qui adhèrent avant tout à un projet. Et donc la dimension de l'aventure que tu vis derrière n'a absolument rien à voir, quoi. On est tous liés par un démarrage d'activité, par une envie et par un projet commun. Et ça change tout, quoi. Et qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, de cette aventure ? Des potes que j'ai toujours, en fait, puisque c'était tellement dense, on bossait quand même beaucoup. À la fois, je dirais que ça a duré 4 années avant qu'on soit racheté par un groupe américain qui a payé extrêmement cher, quelque chose qui valait très cher d'ailleurs, parce qu'on avait très bien travaillé. Mais globalement, en fait, cette accélération et le temps qu'on a passé, forcément, à peu, tu dois faire beaucoup. Donc il y a une espèce de cohésion, une entraide. Et une puissance où à peu tu fais le boulot de beaucoup plus de personnes, quoi. Donc il y a beaucoup d'efficacité, il y a beaucoup de en un clin d'œil on se comprend, un petit SMS et c'est parti. C'est pas des grandes réunions de 24 heures, quoi. Ça tourne, ça y va, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement, ouais, c'est top, quoi. Tu me parles de la complicité, tu me parles de la franchise ou de la générosité. Tu me parles aussi d'autres qualités, lesquelles tu retiendrais pour toi en tant que dirigeant ? Pour moi, la première, elle est malheureusement, je pense, de ce que j'en vois, peu présente, ou en tout cas on en parle peu, mais c'est l'humilité. Pourquoi ? Parce que moi, c'est ce qui m'a guidé en fait tout au long de mes différentes aventures professionnelles ou extra-professionnelles. Ça te permet de garder toujours une mesure, une bonne mesure par rapport à qui tu es, avec qui tu travailles, sur quel marché tu es et comment toi tu vas évoluer dans ce marché-là. Donc ça t'évite, en tous les cas moi ça m'a évité de nombreuses fois de me prendre les pieds dans mon propre tapis pour commencer, mais surtout toujours de pouvoir avoir cette espèce d'agilité et de facilité, de ne pas t'engager réellement dans une voie qui n'est pas forcément la bonne, mais de laisser une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir y arriver, quoi. Super. Et en quoi cette humilité, ou en quoi c'est ce savoir, ce savoir-être que tu as acquis, t'a permis ensuite de faire d'autres aventures, notamment celle dont on parlera tout à l'heure, ou on peut parler dès maintenant. D'ailleurs, cette traversée au sens propre du terme. Au sens réel. C'est ça. Le fait que toi, un non-marin, d'accord, si je me rappelle ton expression, c'est je nage comme une... pince, une paire de tenailles. Une paire de tenailles, c'est ça. Et tu te retrouves à faire la traversée de l'Atlantique. Alors ça, c'est pareil. Alors ça, c'est plus avant tout une rencontre. C'est-à-dire, franchement, ok, ça, je suis pas un sportif de niveau. J'aime pas l'eau. C'est vrai, je suis génération dents de la mer. Donc forcément, ça rappelle un certain nombre de choses. Quand je vois pas le fond de l'eau, c'est panique à bord. Mais à la fois, c'est plus une rencontre. C'est-à-dire que pour moi, en fait, faire ce genre de choses, que je ne savais pas possible, je ne savais pas que ça existait, pour moi, c'était réservé à des personnes extrêmement fortes. Quand je dis fortes, c'est physiquement, et surtout complètement tarées mentalement. Pour moi, il fallait être cinglé, quoi. Et la personne que j'ai rencontrée sur ce salon, qui me renseignait sur ce bateau que je ne savais même pas ce que c'était, elle était plus petite que moi, plus vieille que moi, et elle l'avait fait 2 ans avant. Donc, le premier chose que je me suis dit quand je l'ai rencontré, je me suis dit, lui, là, il se fout de ma gueule. Tu vois, il me survend son truc. Et j'étais limite moqueur, voire rieur. Mais en tous les cas, je prenais pas ça au sérieux.
Et en fait, je lui ai simplement dit, mais globalement, en fait, tu es en train de me dire à demi-mot qu'un mec comme moi, pourrais le faire. Voilà, il peut le faire. Il m'a juste dit que bah ouais, en fait, la décision me revenait, c'était tout. Et il s'est barré, quoi. Et donc en fait, je suis resté devant cette espèce de bateau, je savais même pas lui donner un nom, vraiment comme un con, quoi, tout seul. Mais je pense que ce gars-là, en fait, il m'a simplement un peu comme une petite décharge électrique. Il m'a un peu botté le cul. Et au fond, il m'a juste fait comprendre un truc, c'est que si j'avais véritablement envie de le faire, c'était pas une histoire d'être fou, d'être grande, c'était juste une histoire d'envie. Voilà. Donc, je dois quand même le reconnaître, c'est que j'ai été assez perturbé pendant quelques temps, mais assez rapidement aussi, les yeux qui finalement commençaient déjà à briller, quoi. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je me suis mis à rêver. Alors, je sais que ça peut pas faire rêver tout le monde de traverser l'océan Atlantique à la rame, mais ça m'a fait rêver vraiment d'aventure, de liberté, un peu comme dans les bouquins que tu lis petit, tu vois. Et ça m'a remis finalement un espèce de peps. Et je me suis surtout dit, putain, si je le fais pas maintenant, c'est sûr je le ferai jamais, quoi. Et qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment ? Le bon moment, je pense que c'était juste le fait de m'autoriser à le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bon moment. Okay. Ça, c'est clair. Et surtout pour ça. Mais là, je me suis dit, putain, si je le fais pas maintenant, là, comme je le ferai jamais. Et je pense que l'envie de le faire était plus importante que le fait de pas le faire, quoi. Ouais. De le repousser. Alors, donc, comment on se prépare à ça ? Une fois qu'on a pris, alors, t'as pas pris une décision comme ça soudaine, tu l'as pris. C'est pas mesuré en soi, mais voilà, t'as été voir, tu t'es renseigné, tu t'es préparé. Donc, à quel moment ça devient, voilà, maintenant on va y aller quoi qu'il arrive ? Alors, ça devient réellement le je vais y aller une fois que tu t'es engagé. C'est-à-dire que tu sais qu'il y avait une date de départ 1 an après et que je n'y connaissais rien. Rien à la mer, rien à la navigation, j'avais pas de bateau. Voilà, donc c'est déjà trouver un bateau. Trouver une personne qui va te permettre de t'accompagner. Moi, ce qui me fallait, enfin, ce qui pour moi était important, c'est que j'ai à mes côtés au moins une de ces personnes qui avait déjà traversé, parce qu'il y en avait moins de 30 au monde qui l'avaient fait. Donc c'était avoir cette espèce de retour d'expérience, cet échange qui me permettait de prendre ce qu'il y avait de bon dans ce que je ne connaissais pas, mais de l'adapter à ce que moi je sentais bon pour moi aussi, puisque chacun a sa traversée. Mais ceci étant dit, si tu ne t'ouvres pas à d'autres choses, tu peux aussi partir sur de mauvaises routes qui pour toi sont des évidences, mais parce que c'est comme ça que tu les vois. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, de toute façon, et que d'avoir un avis de quelqu'un ou une expérience, un retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose qui sera forcément différent, c'est de toute façon enrichissant et ça te permet de prendre les moins mauvaises décisions. Mais surtout, ça te permet aussi de te concentrer sur l'essentiel. Si je prends un exemple tout bête, moi je me faisais un monde, bordel, de comment j'allais m'orienter là-dedans, quoi. Et en fait, on m'a dit, le bateau se déplace très peu vite, t'as une carte, t'as un point GPS, on n'est plus au sextant, abscisse ordonnée, un point sur une carte, t'as 2 points, tu sais où tu vas. Putain, mais j'ai dit, c'est aussi simple que ça. Il me dit, bah ouais. Bon, tac, on enlève le problème de la navigation. Voilà, et c'est comme ça en fait que tu avances, parce que avant la décision, tu n'as aucune bonne raison de le faire, puisque tu sais rien faire. Donc comment je vais faire ci, Une fois que tu as pris ta décision, en fait, tu rencontres forcément des personnes qui vont te montrer, qui vont t'apprendre, qui vont t'aiguiller, et donc tu avances, quoi. Voilà. Donc dans les grands moments, dans la préparation, c'est quoi ? Alors c'est préparation physique dans un premier temps, parce que moi je connaissais rien au reste, donc je me suis au moins dit essaye d'être prêt physiquement, ce sera déjà pas mal, quoi. Ce sera un bon début. Donc j'ai fait une grosse préparation physique comme un sportif de haut niveau entre guillemets, que je ne suis pas, mais j'ai soulevé de la fonte, j'ai pris 7 kilos de muscle, j'ai vraiment bossé là-dessus, et j'ai fait aussi une grosse préparation mentale sur ma peur de l'eau. Parce que je savais que plusieurs fois pendant cette putain de traversée, il fallait que j'aille gratter la coque du bateau. Et là, moi, me retrouver au milieu d'océan avec 4 km de fond, alors ça, moi, c'était vraiment limite pas possible. Donc, j'ai tout essayé à terre pendant 15 jours, 3 semaines. J'ai fait des essais avec des espèces de grattoirs, enfin bref, pour pas mettre mon cul dans l'eau. Mais moi, j'ai paumé 15 jours, quoi. Donc, je me suis rendu assez vite à l'évidence que de toute façon, ça marchait pas, c'est pas possible. Il y a des antennes, le bateau est filé, bref.
Donc j'ai fait un stage que font les pilotes d'hélicoptères de Canadair qui se crachent en mer, quoi. Donc là, pendant quelques minutes, je me la suis un peu pété, pilote de Canadair. Mais après, j'ai un peu moins rigolé, quoi. C'est une espèce de cage, une gloutte, quoi. Il te plonge dans l'eau. Enfin bref. Mais ça m'a appris énormément de choses. D'une part, de pas paniquer, en fait, et de sortir par la bonne sortie, d'analyser la situation pour retourner chercher ton matos de survie, même la nuit, et attendre les secours dans les meilleures conditions, quoi. Donc, voilà, même si tu es dans une situation extrême, avoir les bons réflexes et le bon raisonnement pour ne pas en rajouter, hein, et essayer de trouver dans les meilleures conditions pour pouvoir affronter ce qui va suivre. Donc je suis pas plus à l'aise dans l'eau, mais par contre ça m'a appris vraiment vraiment énormément de choses. Et ça je tiens toujours encore une fois à remercier. C'est cette confiance que ça m'a donné, en fait, elle est pas venue de moi, quoi. Moi je suis juste sorti de ma putain de zone de confort, quoi. J'ai écouté, j'ai suivi et je me suis laissé guider par des gens qui, eux, en fait, sont spécialisés dans leur domaine, quoi. Et c'est globalement tout ce que j'ai fait. J'ai fait l'éponge, quoi. Super. Mais ouais, ça, c'était un gros moment. Je voulais revenir sur ça parce qu'en fait, je pense que tu dis des choses qui sont évidentes pour toi, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Je reprends. Tu dois nettoyer ta coque. Ouais. Parce que toi et moi, on sait ce que ça veut dire quand on fait une traversée, mais tout le monde n'a pas fait une traversée ou tout le monde n'a pas eu à s'occuper d'un bateau. Donc, tout le monde ne sait pas obligatoirement qu'il faut nettoyer sa coque. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? En fait, faut voir que c'est un avion océanique. Donc, c'est un bateau qui fait 8 mètres de long, qui fait à peu près 1,50 m au point le plus haut et 1,50 m de large au poste de rame. Il fait à peu près 450 kg tout nu. Et au moment du départ, on est proche d'une tonne. Et c'est un bateau à fond plat. Et le bateau, en moyenne, sur la durée de la traversée, se déplace à peu près à 3,5 nœuds. Donc ça fait un peu moins de 7 km/h. Ça veut dire que ce qu'on appelle des anatifs, moi j'appelle ça des bigorneaux, mais ce sont des anatifs, ils viennent se coller en fait sous le bateau et ils grossissent assez rapidement. Et donc ils freinent ta progression. C'est-à-dire que très rapidement, tu peux perdre quasiment un demi-nœud. Donc sur 42 jours, c'est énorme. Et ce demi-nœud, en fait, vu la violence de la mer, est-ce que ça te coûte d'aller le chercher, il vaut mieux aller gratter ta coque pour retirer en fait ces anatifs qui te freinent dans ta progression. En fait. Tu devais le faire tous les combien ? Normalement toutes les semaines. Et tu l'as fait ? 2 fois. Ok, donc la moitié de ce qu'il faut. Mais j'ai une bonne raison pourquoi je l'ai fait que 2 fois. Et donc justement, tu vas nous le dire. Et la deuxième chose, c'est que donc tu devais y aller, tu flippais, t'es pas un fanat de l'eau, et on est en pleine mer. Donc il y a aussi, dans la génération des Dents de la Mer, dans laquelle on fait partie tous les deux, il y a la peur du requin ou la peur d'autre chose. Okay, et donc en l'occurrence, qu'est-ce que tu faisais ? En l'occurrence, moi, c'est plutôt la peur du requin, quand même. Ça rappelle vite des images, et surtout des musiques. Mais moi, j'ai repoussé ce jour-là. Normalement, il faut y aller 1 fois par semaine. Donc, normalement, la première semaine, j'aurais déjà dû y aller. Je l'ai repoussé, parce que forcément, c'est un truc qui me coûtait énormément. Et puis, c'était pas le moment que je souhaitais, quoi. Donc, moi, je n'y étais qu'au 12e jour. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, pendant toute la traversée, d'être suivi par un banc de dorades coryphènes. Donc, j'en avais une vingtaine autour de moi, tout le temps, quoi. Et le jour où j'ai dit, maintenant, Pierre, tu y vas. Hein, t'as des bigorneaux partout, là, faut y aller, quoi. Donc, j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'y étais. Il n'y avait pas une dorade. Bon. Mais j'avais dit que j'y allais. Donc, j'y étais. J'ai gratté ma coque. J'en ai pris plein la gueule. C'est-à-dire que pour moi, c'était le moment certainement le plus détestable. Et je sais pourquoi, mais je l'ai fait. Et en remontant à bord... Ça t'a pris combien de temps ? Tu restes 20 minutes, 25 minutes sous l'eau. Enfin, pas sous l'eau, mais tu montes, tu ressors, le bateau se lève, il te retombe dessus. Enfin, c'est assez chaud, quoi. C'est violent. Sauf qu'il faut s'imaginer quand même au milieu de l'océan avec des vagues en moyenne qui sont entre 2 et 3 mètres en permanence. Donc ça bouge, quoi. Tu te fais lever, quoi. Et donc j'y vais, je gratte ma coque et je remonte à bord une demi-heure après. Et là, je vois un énorme aileron de requin à bâbord, un énorme à tribord et puis plus rien, quoi. Et là, t'es quand même assis sur l'eau. Hein. C'est comme un kart sur la route, quoi. Et je me dis, putain, mais il va sortir d'où ? Il va venir d'où, le truc, quoi ? Et puis plus rien, quoi. Mais là, je me suis dit surtout, Pierre, mais putain, mais t'es con. Je veux dire, si les dorades, elles étaient pas là, c'est que le machin, lui, il était là, quoi. Et que donc, quand toi, t'étais dans l'eau, lui, il était là. Oh putain, alors là, je me suis liquéfié, quoi.
donc a posteriori. Donc je n'y étais qu'une deuxième fois, aux alentours du 37e jour, je crois. Mais là, je peux vous dire que je les ai comptés une à une. Les dorades. Les dorades. Et donc là, j'ai des images, parce que j'étais avec ma GoPro, où là, on les voit, les dorades. Mais j'y étais que 2 fois. Donc quand moi, je suis arrivé à Cayenne, quand ils ont levé le bateau, ils ont halluciné, quoi. Putain, il y avait des bigorneaux, mais partout, quoi. Donc ça t'a coûté un petit peu de ton temps, mais c'était pas le but d'arriver le premier, c'était de faire cette traversée. Non, pour moi, encore une fois, faut dire que c'était une course. C'est-à-dire que c'est 27 bateaux au départ. On a les mêmes bateaux, c'est de la monotypie. Donc il n'y a pas un qui est un plus lourd, un plus léger. C'est vraiment les mêmes bateaux. Et c'est même heure de départ et une arrivée que tu dois passer dans une petite ligne, un endroit précis qui fait 1,5 nautique. Donc ça veut dire que tout le monde en fait part au même endroit, au même moment pour arriver au même endroit. Donc le premier qui arrive est censé être le meilleur. Ceci étant dit, pour moi en tous les cas, le plus important, c'était peu importe la place. C'est-à-dire que si j'avais une place, ça veut dire que j'ai traversé. Donc c'était forcément la plus belle. Et puis, encore une fois, la course est presque un prétexte. C'est une course contre toi-même, contre les éléments, et pas pour un podium, ou puisque le seul truc que tu as gagné, entre guillemets, c'est que le premier attend le deuxième, qui attend le troisième, etc. quoi. Et basta, quoi. Donc je reviens sur ça. Pour moi, c'est riche d'enseignements toujours quand on doit prendre une décision. Donc je dois aller à l'eau. Je sais normalement que j'ai peur. J'ai attendu. Pour autant, je le fais. C'est pas la bonne décision, semble-t-il, en termes de sécurité maximum. Pour autant, tu t'en sors très bien. Donc, qu'est-ce que tu en retiens de ça ? Parce que ça... Moi, ce que j'en retiens, en fait, c'est beaucoup issu de la traversée, parce que ça, c'est, entre guillemets, c'était la bonne décision à prendre parce qu'il fallait le faire. C'était peut-être pas le bon moment, mais c'est des fois rarement le bon moment. Donc moi, j'ai appris à édulcorer ça. C'est-à-dire que je préfère prendre la moins mauvaise décision du moment que de ne pas en prendre. Et si on prend le fonctionnement de cette traversée, en fait, la plus grosse difficulté, oui, c'est la lutte contre... Mais c'est cette putain de gestion de dérive. Ce qu'on vit au quotidien aussi dans une entreprise. C'est-à-dire laisser tout doucettement, chaque jour, dériver à un truc dont on sait que ça ne va pas au bon endroit, quoi. Et donc, il est préférable de faire plusieurs fois par jour, quitte à prendre de moins bonnes décisions, mais d'actionner. Sinon, de toute façon, tu n'arrives pas à l'endroit que tu t'es fixé, puisque la mer t'impose cette dérive naturelle. Bon, à terre, ça s'appelle des aléas. Donc ça m'a juste appris, en fait, à des fois prendre ce que moi j'estimais pas forcément être la meilleure des décisions, mais moi elle était prise à l'instant où elle devait être prise, quoi. Parce que un des points aussi peut-être que tout le monde ne sait pas, c'est cette dérive, elle t'amène où si jamais tu suis pas le bon chemin, hein, si t'arrives pas à Cayenne. Elle t'emmène sur l'ensemble du continent sud-américain. Donc moi, ce qui m'a rassuré au début, c'est qu'en fait, je me suis dit, putain, ça va dans le bon sens. Tu vois. Quoi qu'il arrive, j'arrive à terre. Quoi qu'il arrive, j'arrive de l'autre côté. Ok. Sauf qu'en fait, l'océan, il veut t'emmener sur l'ensemble du continent sud-américain, qui fait entre 3 et 4 000 km, alors que toi, tu dois passer une ligne qui fait 1,5 nautique, donc un peu moins de 3 km, à un endroit bien précis. Donc en fait, tu passes ton temps à lutter avec tes propres armes, c'est-à-dire tes bras, contre des éléments qui veulent t'emmener sur 3 000 ou 4 000 bornes, alors que toi, tu dois aller à un endroit bien précis, quoi. Et qu'est-ce que je me rappelle de la discussion qu'on avait eue ensemble, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas bien, s'ils ne sont pas marins, ils n'ont pas l'habitude d'affronter la mer, qu'il y a un Atlantique Nord et un Atlantique Sud, et qu'est-ce qui se passe ? Alors là, en plus, la route empruntée, alors c'est pas l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, il fait beaucoup plus froid, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus violent, de par la froideur déjà. Et puis là, tu ne peux partir que d'Amérique du Nord pour aller vers. De l'autre côté, c'est pas possible. Là, on change de cap. On est au-dessus de l'équateur, un tout petit peu au-dessus de l'équateur, parce que Dakar est à 10 degrés nord et Cayenne est à 5 degrés nord au-dessus de l'équateur. Donc c'est le bout de l'Atlantique Nord et le début de l'Atlantique Sud. Donc en fait, c'est deux océans qui se rencontrent et qui s'affrontent un peu comme des montagnes qui bougent et qui se déplacent en permanence. Donc c'est pas non plus hyper serein, c'est une route qui est assez complexe.
Certains ont déjà entendu, les marins à la voile l'aiment pas trop, c'est ce qu'on appelle le poteau noir, c'est la zone intertropicale de convergence. Ça veut dire que c'est un endroit qui peut être très calme ou très violent. Il y a pas de, c'est on-off. Mais c'est quand même deux océans qui sont en permanence en train de s'affronter. Donc c'est pas des vagues sereines, c'est des vagues croisées, c'est crêté, c'est compliqué quoi. C'est beaucoup de courants contraires, c'est hyper compliqué à naviguer quoi. Super. Ouais, génial. mais ça passe. Ok. Et donc les moments de jouissance ou les moments de plaisir, d'enthousiasme dans ces périodes-là, c'était quoi? Alors ça c'est le tout finalement parce que t'es très vite t'es très vite limite, d'accord, t'es très vite face à toi-même. Donc en fait tout ce que tu peux aller prendre qui est beau tu prends. Alors je vais être bête et méchant parce qu'on a aussi ça à terre, hein, mais il y a des choses dont on ne se rend plus compte. Mais un lever de soleil, un coucher de soleil, les balais des dorades tous les matins qui passent sous le bateau avec des lumières incroyables. Les nuits étoilées, il n'y a aucune pollution lumineuse en mer, donc tu peux ramasser les étoiles à la main. Les bancs de poissons volants qui sont levés par tes mêmes dorades. Des sauts de thon, un oiseau qui s'est posé sur mon bras. Enfin, voilà, en fait, tu te raccroches à tout ce qui est beau. Et finalement, tu es un invité privilégié, quelque part, de cet espace et de cette dame nature. Mais il y a une vie en mer. Donc c'est aller chercher, en fait, cette énergie là où elle est. Pour continuer toi en fait à avancer, parce qu'après quand tu es en mer et que tu rames, bon c'est du fight hein. Pour aller gratter les milles nautiques, c'est pas de la rigolade, la mer elle est violente, elle est imprévisible, mais à la fois elle te laisse passer. Voilà, donc c'est cette espèce de on va dire d'harmonie entre je suis dans un endroit qui n'est pas le mien. Donc je garde cette humilité pour m'en rendre compte tout le long, mais à la fois je ne me stresse pas par rapport à ça. Je suis dedans. 500 000 coups de rame dans chaque bras, c'est ça? Ouais, ouais. Je vois que c'est en fait c'est 1 million, mais moi quand j'ai entendu ce chiffre-là, je me suis dit Pierre, il faut que tu essayes de trouver un truc pour rester positif. Donc j'ai fait fi de mes règles mathématiques. Je me suis dit 500 000 par bras, ça donnera toujours l'impression que ça en fait 2 fois moins. C'est ça. Donc quand même 1 million de coups de bras. De coups de rame, c'est impressionnant. Je voulais revenir aussi à la fin. Je me rappelle de ta fin. Pas la fin de ton histoire, mais la fin juste de cette histoire-là. Donc tu peux nous dire, avec ton fils, Alors moi c'était mon gamin Valentin qui c'était un peu comme mon coach sportif. En tous les cas, ça a été ma manière à moi et sa manière à lui de m'accompagner pendant toute cette préparation. Et mon gamin à cette époque-là qui avait 9 ans, mais lui c'est vraiment un fou de BMX, donc un truc un peu hyper explosif, ça dure 40 secondes, donc c'est l'inverse de ce que j'ai, c'est un vrai sprint. Et un jour on revient d'un entraînement, il me dit papa, faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée quoi. Et moi je savais pertinemment que déjà de toute façon j'allais être seul à l'arrivée, donc l'intérêt du sprint me paraissait assez relatif, mais surtout que le bateau il pèse 1 tonne et que moi j'ai un petit gabarit, je fais 65 kilos, enfin je suis pas une crevette mais pas loin de la crevette quoi. Et donc j'ai dit à mon fils Valentin, je pense pas que je puisse le faire quoi. Mais je voulais vraiment pas qu'il se vexe, donc je lui dis mais par contre ça j'y penserai, je te le jure quoi. Mais sauf que moi j'ai failli pas passer cette putain de ligne, c'est-à-dire que en pleine nuit je me suis basculé le bordel quoi, vent tournant, courant contraire puissant, j'étais pas au bon endroit au bon moment, et les mecs ils ont passé la ligne en dormant quoi. Moi c'était l'inverse quoi, c'est dès que je prenais le bon cap je me faisais renvoyer au large donc j'ai quasiment mis, après 17 heures de rame d'affilée, j'ai mis 5 heures pour faire ce putain de dernier kilomètre quoi. Et donc il y a un moment en fait, au bout de 10 tentatives renvoyée, donc échouée, infructueuse quoi, d'un coup j'ai vu le visage de mon gamin et j'ai entendu son espèce de conseil à la con que moi je pensais être à la con. Et là je vous jure que j'ai tout donné, j'ai sprinté mais comme un malade quoi. Et j'ai passé la ligne, alors en crabe soit, mais je l'ai passé quoi. Donc ces fameux mots qui moi me faisaient doucement sourire, ce sont finalement eux en fait qui m'ont permis de passer cette saloperie de ligne alors que je voyais les bouées et que franchement j'étais en train de m'épuiser à ne pas les passer, et que finalement ce qui moi me paraissait complètement ridicule à faire, c'est exactement ce que j'ai dû faire et c'est exactement ce que j'ai fait quoi. Donc c'est une belle leçon. C'est ça, mon petit gamin. C'est ça.
Et qu'on apprend donc de tout le monde à n'importe quel âge. Carrément, quoi. Je voulais revenir sur d'autres traversées que tu as eues. Donc, on a parlé de la traversée, la première, ou la grande aventure de l'avant SFR, Omnicom, et puis de cette traversée de l'Atlantique. Et il y a eu d'autres traversées dans ta vie, donc qu'est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux en trouver... Il n'y a pas que des traversées successful. Hein. On en connaît tous, ils ne sont que successful. Moi, c'est pas mon cas. Mais donc j'ai eu un tout petit peu avant cette traversée, en fait, alors déjà j'avais monté une société qui était peut-être pas forcément time to market, mais qui était un truc qui était hyper intéressant, et on a été virtuellement riche avec mes associés, mais ça s'est très vite cassé la gueule. Donc on a vite appris en fait de l'accélération, d'introduction boursière et du retour à la réalité. Et ensuite, après cette aventure un peu compliquée, où tu laisses quelques plumes à la fois financières, mais ça encore, c'était pas non plus trop important, mais surtout tu te poses beaucoup de questions sur le pourquoi ça n'a pas marché, donc c'est extrêmement enrichissant. Ensuite, je me suis associé derrière avec quelqu'un, parce que je suis sur une activité qui, elle, existait. Alors que là, c'était vraiment de la création pure, donc pas de clients, rien, tout à monter. Donc je me suis remis en selle, entre guillemets, avec une activité où il y avait déjà quelque chose, mais qui était en difficulté financière. Peut-être des problèmes de gestion, de vente. Bref, il y avait un élément de choses qui faisait que ça... Donc je me suis associé, j'ai mis un peu d'argent dedans, mais surtout beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. J'ai fait pour une fois dans ma vie tout ce que je n'avais pas fait à l'école. Enfin, tout ce que j'avais appris à l'école, mais que j'avais jamais fait au boulot, quoi. Ça, moi, j'ai plutôt été dans la vente et le développement commercial. Et ben là, j'ai mis en pratique finance, gestion, RH. Voilà. Et j'ai fait tout ce que j'avais jamais pu finalement faire dans ce que je faisais. Et on a commencé à redresser cette boîte. Elle a vraiment bien tourné. Et ça s'est hyper mal passé par la suite avec mon associé, mais vraiment très, très mal. Et donc, j'ai mis une grosse année, en fait, à me sortir de cette association que je qualifierais de malsaine, mais que j'ai mis longtemps en fait à intégrer, quoi. Alors, à comprendre. C'est ça, à comprendre qu'elle était malsaine. Ouais. Et à quoi tu as compris qu'elle était malsaine pour toi? Je dirais, toi, c'est juste pour aider les gens qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils s'associent avec des gens. Alors, ce que j'ai vraiment compris par après, c'est qu'il y a des choses qui moi me dérangeaient, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. D'accord. Mais dans le feu de l'action, dans l'implication que j'y mettais, je me suis pas écouté en fait. Je me suis dit, ça doit venir de moi. Voilà, exactement. Chose que j'ai aussi appris maintenant différemment, c'est que quand je sens maintenant que ça sent mauvais, hein, on peut même dire quand ça sent la merde, bah, je gratte plus. Voilà, je sais que ça va pas sentir meilleur. Donc je m'écoute, et si ça me dérange, eh ben, je le dis. Voilà. Et au moins, je règle les choses, je vois ce que ça donne. Mais au moins, je le dis, je le garde pas pour moi, parce que c'est un peu comme ça, quelque part, que je me suis fait embarquer, en fait, dans quelque chose qui ne me ressemblait pas, qui n'était pas moi, et qui a fini par poser un problème, quoi. Et comment tu t'en es sorti ? Ça a été compliqué, parce que ça a été jusqu'à avocat, procès, mais quelquefois la loi est importante pour ce type de personnes, puisque ça reste la loi. Voilà. C'est-à-dire que quand les paroles n'engagent que ceux qui les croient, bah, y a la loi. J'entends quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est en fait la loi pour moi ça a à voir avec le cadre, ça a à voir avec les règles, ça a à voir avec comment fonctionner, on peut jouer, mais s'il n'y a pas de règles c'est compliqué. Et si en plus quelqu'un change les règles en permanence, c'est encore plus compliqué. Donc j'entends que dans ton histoire, il y a peut-être à un moment donné, des règles n'ont pas été claires ou clairement suivies. Il y a effectivement, ça peut être, parce que je me suis beaucoup posé la question sur la clarté quelque part de la règle de fonctionnement entre nous, mais après mûre réflexion, elle était claire. D'accord. Sauf qu'on n'a pas tous la même façon de la respecter. C'est-à-dire que pour certains, en fait, passer la ligne, c'est jamais un problème. Bien au contraire, on sait qu'elle est fixée là et on sait donc pertinemment que l'autre ne la dépassera pas. Donc moi, par contre, ça me dérange pas de la dépasser en permanence, quoi. Donc c'est pas une histoire de quelque part de règles, c'est une histoire de confiance et de respect de ce qui est des engagements qu'on prend. Et tous n'ont pas la même façon
de respecter, peut-être par l'éducation, peut-être par le fonctionnement, peut-être par des pressions du moment, peu importe. Mais en tous les cas, on va pas, à un moment, on va pas du tout entre guillemets dans ce sens-là. Donc ces règles ne peuvent plus fonctionner parce qu'elles ne sont pas respectées par au moins entre guillemets un des deux si on est deux, quoi. Après, ça peut être un des trois ou d'autres, quoi. Donc c'est plus un problème de confiance et de respect, quoi. J'entends que là, dans ton histoire, c'est un problème de confiance, c'est un problème de compréhension mutuelle, mais c'était aussi un problème, comme tu l'as dit, d'écoute de soi, parce qu'à un moment donné, tu t'es laissé faire, quoi. Tu t'es laissé aller au-delà de ce qui était raisonnable pour toi ou de ce qui était juste pour toi. Et comme ici, on essaie de mieux comprendre comment on prend des décisions saines et justes, tu peux me dire comment tu as fait pour redresser la barre ? On a tous forcément une part de responsabilité quand quelque chose se passe mal, dans une association notamment, mais jusqu'à un certain point. Et en fait, dont je me suis rendu compte, c'est que c'est-à-dire que si on n'échange pas et on ne communique pas sur ces sujets qui, quelque part, dérangent au fond, eh bien, ça devient presque comme un acquis et une normalité. Et que donc, ces dérapages, finalement, ne sont, pour la personne qui les font, pas des dérapages. Donc, ça continue. Et donc, ça va jusqu'à quelque chose qui n'est plus compréhensible, ni par l'un, qui lui respecte, mais surtout qui est une exagération par l'autre. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est important, en tous les cas, c'est ce que moi j'en ai retiré, oui, de s'écouter et de planter les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on arrête le truc et on les met sur la table. Et si ça se reproduit, alors on prend les décisions qui vont. Mais on ne laisse pas traîner, quoi. Donc le timing et le rythme sont essentiels là-dedans. Le rythme et surtout ce que je disais, c'est ce que j'ai appris par après. Sinon, ça dérive. Et donc ça ne va pas dériver correctement, quoi. Ça c'est sûr. 3000 km plus loin. Ouais, t'es pas dedans, quoi. C'est ça. Du tout. Je voulais revenir à... Quelles sont les décisions les plus difficiles, mais les plus justes que tu aies prises ? Alors la plus difficile, c'est certainement cette traversée. La plus difficile parce que tu peux ne pas revenir. Donc tu peux perdre en fait tout ce que tu as de plus cher au monde, tes enfants, ta femme, tes parents, tes amis. Donc certainement la plus difficile et à la fois pour moi la plus juste par rapport à ce que je ressentais. C'est-à-dire que c'était pas je ne fuyais rien. Dans ma tête en fait, c'était motorisé, peut-être pour une fois, à faire quelque chose qui me faisait, au fond, vraiment briller les yeux, vraiment rêver, quoi. Donc, suivre ses rêves. Ouais. Génial. Et quelle serait la décision, je sais pas que tu regrettes, c'est peut-être pas le terme, mais qui, à un moment donné, elle n'était pas saine ou elle n'était pas juste, et ça t'a mis en grande difficulté plus tard ? Alors ça, je pense que c'est vraiment cette association qui a mal tourné, mais en grande partie, entre guillemets, de ma faute pour ne pas avoir, donc je prends ma part de responsabilité, pour ne pas avoir directement dit que ça ne me convenait pas, que je trouvais que c'était pas normal, et donc ça m'a vraiment échappé jusqu'à devenir quelque chose qui était extrêmement compliqué du coup à déficeler. C'est devenu presque une boule de pu, quoi. À la fois familiale, à la fois c'est devenu un espèce de merdier, quoi, où tu as l'impression que tu vas plus pouvoir t'en sortir de ce truc, alors que si tu avais avant juste pris les décisions, on n'en serait jamais arrivé là. Bien sûr, en temps et en heure en tout cas. En temps et en heure, jamais on serait arrivé là, quoi. Donc c'est aussi penser, je sais pas si c'est juste de dire ça, mais aux conséquences. Donc si je commence à envisager à plus long terme, tu vois, de laisser dériver, je prends la décision. Si je pense que la dérive n'est pas importante... En fait, je pense qu'il y a... Alors après, c'est comme ça que je le vois. Il y a une histoire, certainement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais une histoire de clarté avec toi-même. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord et que tu le dis, au moins la personne sait que tu n'es pas d'accord. Après, elle peut ne pas être d'accord, mais ça discute, ça échange, et on trouve un espèce de general agreement ou un fonctionnement, une remise à niveau... Mais on repart sur quelque chose. Si on n'aborde pas ce sujet-là, qu'on ne l'aborde pas, qu'on le repousse, qu'on le machin, il y a un moment, ça devient un pot de pu, mais même avec un collaborateur, avec un client, c'est pareil avec tout, quoi. Donc finalement, c'est avoir la franchise de se dire les choses, ça a au moins le mérite que ce soit dit et que chacun prenne la mesure de ce qui a été dit. Basta, quoi. Mais au moins, c'est dit.
Ça me va et ça me fait penser à, dans l'autre sens, le pendant de ce que tu viens de dire, c'est quand tu as dû annoncer avec les yeux qui brillaient cette idée farfelue pour tes parents que tu allais traverser, la réponse de ta mère, je m'en rappelle. C'est comme une maman, hein, en fait. Une maman avec son fils, pas unique, parce que j'ai une grande sœur, mais quand même son fils, quoi. Ouais. Mais ma mère, elle m'a juste dit, Pierre, je voudrais juste te rappeler que tu n'aimes pas l'eau. Mais en fait, elle m'a quand même juste dit derrière, comme moi. Et c'est quand même ce jour-là que j'ai appris de ma maman que, toute petite, elle avait failli se noyer. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai compris, donc à 42 ans, que ma peur de l'eau, C'était la sienne. bah putain, c'était la sienne, quoi. C'est ça. C'était pas la mienne, au fond. On porte les peurs des autres. Et puis aussi, il me semble qu'elle t'a dit un truc à propos de... Tu avais rêvé de faire le Paris-Dakar et soudainement, elle avait jamais voulu que tu fasses de la moto. Et vas-y, je te laisse raconter. Bah moi, ces gars-là, ils me faisaient petit rêver parce que j'ai toujours aimé le deux roues pour cet esprit de liberté. Et puis voilà, le motocross, deux roues vertes. Hein, et donc moi, je voyais ces mecs-là traverser avec un pneu autour du torse. Enfin, j'ai trouvé c'est comme des héros, quoi. Mais ma mère, forcément, trop dangereux, trop cher. Il y avait toujours un machin qui n'allait pas avec le deux roues en général et avec celui-là en particulier, quoi. Et donc une fois que je lui ai annoncé ça, elle me regarde, elle me dit mais Pierre, pourquoi tu ferais pas plutôt un Paris-Dakar, quoi. Donc c'est voilà, là ça lui posait plus du tout de problème que je traverse le désert à 180 voire plus par rapport à la peur de l'eau, quoi. Mais bon, on était dans les mêmes niveaux, mais voilà, comme quoi c'est au fond, on vous fout les jetons. On a déjà peur un peu, hein, mais en plus on vous en rajoute, quoi. Alors qu'est-ce qui fait que justement on apprend à... Comment tu as dit que des préparations, un peu il y a la préparation mentale, comment tu allais affronter ces fonds, comment tu allais affronter cette peur, comment tu allais affronter cette mer, et si jamais tu avais un autre challenge, maintenant qu'est-ce que tu ferais de différent? Comment tu te préparais? Alors, je ferais absolument rien de différent. C'est-à-dire que je me suis vraiment servi de ce que j'ai vécu avec cette traversée et que je duplique maintenant avec ce que je fais, parce que j'ai fait pas mal. Je me suis mis beaucoup à l'ultra trail, puisque pour moi c'est un peu l'aventure à côté de la maison. Donc c'est des diagonales des fous, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai toujours ce même raisonnement. En fait, c'est que c'est vraiment la régularité de ce que tu fais, l'engagement que tu y mets, le plaisir que tu y prends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de performance sans plaisir, et il n'y a pas de, entre guillemets, d'avancée. Si j'entends avancer dans le bon sens, s'il n'y a pas une bonne préparation. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, ça reste quand même la préparation, quoi. C'est pas je suis pas capable, j'ai pas fait ci, j'ai pas les moyens, on n'a rien à foutre de ça, en fait. Prépare-toi. Voilà, prépare-toi. Alors j'entends deux choses là, enfin trois même: plaisir, régularité, engagement, et au préalable préparation. Je mets bien un autre sportif qui disait toujours la préparation prime l'action. Et ce serait quoi ta devise vis-à-vis de la préparation? Pour moi, la préparation, je dis c'est le nerf de la guerre, c'est la base c'est la clé principale finalement du succès futur. Pourquoi ? Parce que tu gagnes en confiance, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont te permettre en fait d'accéder certainement à des niveaux de compétences ou à des niveaux de compréhension que tu n'avais pas. Et donc ça te permet d'étoffer et d'être préparé, puisque de toute façon ce qui va se passer ne se passera jamais comme tu as prévu. Ça te permet simplement de prendre les moins mauvaises décisions du moment, mais là où il faut les prendre, parce que tu es préparé à ça. Les moins mauvaises décisions à prendre. Et souvent on cherche toujours à prendre les bonnes décisions, mais des fois il n'y a pas de bonnes décisions. On ne sait pas si ça va être les bonnes décisions. On peut imaginer que, vu ce contexte-là, avec cet environnement-là, et dans ce cas-là, ça sera pas une trop mauvaise décision, mais on n'en sait foutrement rien, quoi. Au fond. Alors justement, si tu avais envie de donner comment donner envie à des gens qui, aujourd'hui, n'osent plus rêver, n'osent plus s'aventurer, n'osent plus
se dépasser. Parce que je pense que c'est un déplacement de soi aussi que d'oser faire une traversée comme tu l'as fait. Ou de faire la diagonale, du fou, des fous. Tu vois, il y a toujours quelque chose au-delà de soi. Alors, quel que soit, oui, c'est toujours au-delà de soi, mais c'est pas forcément, entre guillemets, aussi au-delà de ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'on a souvent on se désestime beaucoup. On est déjà incapable d'imaginer tout ce qu'on est capable de faire. Et moi, je peux vous dire qu'on est capable de faire des choses incroyables, extraordinaires, mais ça, on le sait pas. Et donc on a tendance forcément à se freiner, mais en se posant des petites choses, en fait, c'est ce qui permet d'arriver. C'est-à-dire que la traversée, avant de faire les 4000 km, bah, tu vas ramer, t'en fais 20, t'en fais d'abord 5, puis 10, puis 15, puis la fonte c'est pareil, t'en soulèves 20. Donc c'est petit à petit en fait. Personne ne fait un grand pas, c'est ce que tout le monde veut nous faire croire en fait, c'est qu'on va d'un point A à un point B en ligne droite. Bah, ça n'existe pas déjà. Et puis il y a surtout beaucoup de travail entre les deux, énormément de boulot, énormément de sacrifices aussi, mais à la fois beaucoup de plaisir. Pourquoi ? Parce que on rencontre des gens formidables qui vont vous aider eux à accéder à ce qui vous fait briller les yeux. Parce que si on prend le plus gros paradoxe de cette traversée, solitaire, sans assistant, sans escale, enfin bref, tout seul, quoi, comme un grand, mon cul, ouais. Ouais, c'est 30 personnes autour de moi qui m'ont accompagné au quotidien, quasiment, pour aller au bout de cette aventure. Donc seul, on fait, enfin, c'est pas possible, quoi. Rien ne se fait seul, ou alors, en tous les cas, bonne chance. Ça pourrait être le mot de la fin. Alors juste avant, je voudrais te demander, c'était quoi ton plus grand kiff là, dans toutes tes aventures ? Ton plus grand kiff, ça a été quoi ? Alors, le truc, la plus belle rencontre que j'ai faite, franchement, c'est avec cet oiseau. Ouais, c'est-à-dire que on était au 35e jour, un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment quand même que tu es seul. Il y a eu toujours beaucoup de vent. En moyenne toujours 25 à 30 nœuds de vent, donc c'est-à-dire une mer vraiment agitée, formée, donc c'est vraiment un fight permanent. Et je voyais cet oiseau là, je l'apercevais par le bleu, je voyais qu'il essayait de se poser, il se faisait rebalancer au large, et il regalérait. Enfin, je voyais qu'il en chiait, quoi. Et puis je suis sorti en me disant tiens, je vais aller voir ce qui se passe, et j'ai tendu mon bras. Il s'est posé sur mon bras. Alors, déjà, j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Je l'ai ramené sur la coulisse, là où moi je passais 10 à 12 heures par jour. Et en fait, on s'est regardé pendant des heures. Et d'un commun accord, on était bien tous les deux, quoi. On s'est, entre guillemets, accepté l'un l'autre. Alors après, il s'est rebarré à un moment quand il a fini. Mais après, tous les soirs, il revenait, quoi. Et donc, c'était un petit jeu entre nous. Donc ça, c'est un regard, ouais, par contre, que j'oublierai jamais. Lui, il a certainement oublié le mien. Mais moi, je l'oublierai jamais, quoi. T'en sais rien. Ouais. Combien de temps ça a duré ? La traversée, hein ? Non, je te parle avec cet oiseau. On a passé, je pense, 3 bonnes heures assis au poste de rame. Et après, tous les derniers jours. Les 7 derniers jours. Il revenait le soir, il repartait le matin, il revenait le soir. Super. Après, il se posait pas sur mon bras, hein, tous les soirs. Après, c'est va te faire foutre. Il était à l'autre bout du bateau, on se regardait, on s'acceptait. Mais il est plus revenu sur mon bras. D'accord. Pas déconner non plus. C'était pas du cirque. Ok, super. Merci infiniment, Pierre. Vous allez nous retrouver, évidemment, comme chaque semaine, vous pourrez réécouter ces aventures ou écouter les prochaines. À très bientôt. Salut, c'était La Traversée. Merci. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous.
pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.